bienvenue à bord. Vous êtes ce digital champion représentant la France, pardon pour le pupitre, ça vous ira, c'est pas trop austère. Ça va, je supporte. Vous représentez la France au niveau de l'Union européenne dans cette matière numérique. Qu'est-ce que je peux dire d'autre que vous êtes un serial entrepreneur, pas que dans le numérique. Si, ça a été essentiellement ça. C'était quoi Escalade Industrie, par exemple? Alors, c'était il y a 23-24 ans, c'était une boîte de bâtiment. D'accord, donc là, pas de numérique. On Non, était c'est dans pas le numérique. brick, Non, dans on le était morte, dans le brick, ouais, le brick. dans le dur. Et MusiWave, par exemple? Et MusiWave, c'était du numérique, c'était une plateforme de distribution de musique sur les mobiles. Dans quelle vallée évoluiez-vous? Vous étiez à Paris, vous étiez au fin fond du... Moi, j'étais à Paris, j'étais tout le D'accord, temps à Paris. ok. Sur l'idée de voir fleurir des startups dans toutes les vallées de l'automne ou d'ailleurs? Sur qu'est-ce que j'en pense? Ouais. C'est crédible ou bien c'est Oui, des écosystèmes qui sont liés à un pays, à une culture? De l'analyse que j'en ai fait, l'écosystème est important. Les clusters fonctionnent. C'est-à-dire que lorsque on atteint une taille critique, ça fonctionne. Et c'est quelque chose que j'encourage beaucoup parce que on voit en Israël, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni que les clusters arrivent à faire exploser l'économie. Pour nos élus locaux, qu'est-ce que c'est l'esprit start-up qu'eux-mêmes peuvent porter à l'intérieur d'un territoire dont ils sont en charge au travers de leur collectivité territoriale? Alors, je pense que les élus locaux peuvent faire beaucoup et notamment ils peuvent promouvoir cette notion de capillarité du numérique en faisant en sorte que sur quelques initiatives essentielles, la modernisation de la fonction publique, l'éducation et ce qu'on appelle le digital divide, c'est-à-dire faire en sorte que toutes les populations puissent s'intégrer au numérique, ils peuvent faire beaucoup de choses. On constate d'ailleurs, et je crois que c'est un message plutôt optimiste, que même si l'Europe prévoit officiellement que nous traversions une période de récession, il y a quand même des fortunes très diverses en Europe, y compris dans l'Europe de l'euro. Il y a certains pays qui arrivent à maintenir un certain niveau de croissance et ces pays-là sont aussi les pays qui se modernisent le plus par le numérique. Je rappelle le hashtag de notre rencontre depuis hier, dièse donc PR NUM, P majuscule, N majuscule, PR NUM comme printemps numérique. Gilles Babinet, sur l'état aujourd'hui de l'économie au sens large digital je vais en parler. France. Voilà, je vous laisse la parole. Je vais en parler, mais je crois que, encore une fois, c'est difficile d'avoir un regard manichéen sur l'État et de dire en une seule note que l'État fait bien ou mal. Je crois que l'État fait bien dans certaines choses, moins bien dans d'autres. D'une façon générale, je pense que pour moi qui suis un observateur de l'action de l'État depuis maintenant 3 ans, on va dire officiellement, puisque vous le savez, j'ai présidé le Conseil national numérique, il y a un changement total de mentalité. Quand je suis arrivé au CNN, donc en avril 2011, l'État, c'était, et le numérique, c'était Adopi. Donc c'était uniquement ça. Et je peux vous dire que quand je discutais avec le président de la République, il ne comprenait pas, il ne percevait pas d'alors que le numérique puisse être un enjeu de déploiement, de création de valeur économique. Donc il y a très clairement une évolution assez forte à ce titre dans la perception. On ne parle plus d'Adopi, on vient d'en reparler récemment dans le cadre des annonces du rapport Lescure, mais aujourd'hui le numérique est perçu comme un facteur essentiel de transformation de la société et c'est évidemment une très bonne chose. Donc on m'a demandé d'intervenir rapidement sur les enjeux de l'économie numérique, de la transformation de la société par le numérique. Et donc, je vais vous rappeler brièvement des choses que pour la plupart d'entre vous, vous savez déjà. Donc, le numérique, c'est 91 milliards d'euros. On ne sait pas très bien ce que c'est que ces chiffres-là, qui sont, si on veut bien me rendre mon slideshow, ça serait super. Ah, ouais, il a disparu, effectivement. Coucou. Voilà, merci. C'est pas le bon ordinateur, c'est l'autre. Voilà, merci. Donc le numérique, c'est 91 milliards d'euros, c'est 960 000 emplois à peu près. Il faut avoir l'idée qu'un point de PIB, ça représente aux alentours de 230 000 emplois en France. C'est plus que l'agriculture.
L'agriculture, c'est 707 000 emplois à temps plein. On parle beaucoup de l'agriculture, c'est un lobby qui est puissant. C'est eux qui ont gagné dans les arbitrages à Bruxelles récemment, c'est-à-dire qu'on a démoli le budget qui était dédié au numérique et on l'a transféré sur la PAC. Voilà, on sait que l'agriculture est un puissant créateur d'emplois, donc je vous laisse juge de ce que je pense de cette mesure. Voilà. Le numérique est aussi, en termes d'emplois bruts, un domaine où on crée beaucoup d'emplois. Alors, c'est schumpeterien, donc il y a eu 700 000 emplois qui ont été créés, il y en a d'autres qui ont été détruits, mais d'une façon générale, vous ne trouverez aucun autre secteur d'activité qui a une capacité de création d'emplois aussi forte. On peut parler de l'emploi, de l'environnement, des services à la personne. On est toujours dans des fractions de la capacité de création d'emplois que représente le numérique. En l'occurrence, la part de croissance du PIB, donc si vous prenez l'ensemble des facteurs qui génèrent du PIB dans ce pays, c'est 26% qui provient du numérique, à mettre en regard avec 37% aux États-Unis. Et j'ai découvert, en me cassant les yeux sur les tableaux de l'OCDE, qu'il y avait certains pays qui arrivaient à être de l'ordre de 100% de croissance par le numérique. Donc la croissance réussit à compenser la totalité des destructions de croissance dans d'autres domaines, la croissance du numérique. Je voudrais vous donner quelques caractéristiques qui me semblent importantes pour comprendre en quoi est-ce que le numérique peut impacter la création de valeur et d'emplois en France. Donc 52% de l'emploi est dans les PME, 21% se trouve dans les ETI et les grandes entreprises, et le reste c'est de l'emploi public ou parapublic. Lorsque vous créez une entreprise française en France, au bout de 5 ans, vous avez 1,8 emplois en moyenne dans les entreprises. Donc c'est faible, mais quand vous créez 300 000 entreprises par an, hors comment ça s'appelle, les auto-entrepreneurs, merci, 600 000 lorsque vous mettez les auto-entrepreneurs, ça reste quand même potentiellement une création par année de 450 000 emplois, donc c'est très conséquent. Le problème, c'est que si vous ramenez ça à d'autres zones en Europe, notamment au Royaume-Uni, vous avez un différentiel très très important, et j'y reviendrai un peu plus tard, en termes de création d'emplois. C'est-à-dire que vous créez 2 emplois de plus au bout de 5 ans dans une entreprise anglo-saxonne, anglaise en l'occurrence, que dans une entreprise française. Une caractéristique forte aussi, c'est les marges. Les marges des entreprises françaises sont faibles, et tout ceci est tout à fait lié au numérique. Je vais vous expliquer pourquoi. Elles sont 10 à 15 points inférieures à ce que l'on rencontre dans les autres grands pays européens ou aux États-Unis. En l'occurrence, la France est le 20e pays en part de PIB, donc en pourcentage de PIB, pas en valeur absolue, qui proviennent de l'industrie du numérique. C'est pas du tout corrélé à notre rang. On pourrait être dans les tout premiers eu égard à la qualité de la formation qu'il y a en France. 96% des entreprises sont connectées à Internet. 54 ont un site web. En l'occurrence, 57% des PME ne connaissent pas le cloud, et dans les TPE, on monte à 69%. Ce sont des chiffres qui sont très préoccupants parce qu'ils sont malheureusement extrêmement différents de ce que l'on constate dans le reste de l'Europe. Même des pays qui sont traditionnellement moins enclins à être versés dans le numérique, comme le Portugal, la Grèce ou l'Italie, ont des chiffres qui sont sensiblement meilleurs à ce titre. Un facteur qui est important et qui est, il me semble, qui nous met notoirement en risque, il me semble, c'est le comportement des très très grandes entreprises à l'égard du numérique. Il se trouve que dans le cadre de mes activités professionnelles, je suis amené à fréquenter les chefs d'entreprise du CAC 40, et je crois qu'à l'exemple de ce qui s'est passé récemment pour Accor, nous avons là quelque chose qu'il est important d'infléchir en termes de stratégie. Donc vous savez que le président, le directeur général de Accor a été remercié il y a 2 semaines, et il a été remercié parce qu'il n'a pas de stratégie digitale et que dans le domaine du tourisme, toute la marge est pompée par des acteurs américains. Donc 25% de la plus-value qui est générée par ce domaine, en l'occurrence de la marge brute, va directement dans les mains d'Expedia et consorts, qui sont des acteurs américains. C'est extrêmement problématique parce qu'il me semble que si on n'est pas dans une stratégie offensive, si on n'est pas dans une dynamique
que permet notamment la création de marge, et dans le redéploiement vers le numérique, on risque d'avoir non seulement l'ensemble de l'industrie française, le tissu industriel qui se délite, mais également les fleurons industriels les plus éminents de ce pays qui sont mis dans des situations de risque. C'est ce qui s'est passé pour Accor, et le postulat et l'idée que je voulais amener dans cette conférence, c'est que ce ne sont pas les seuls. Si on regarde la composante, la façon dont se compose le CAC 40, je pense qu'il y a en gros 3 compartiments. Il y a le compartiment extrêmement industriel, cycle long, B2B, les fabricants d'infrastructures dans le domaine de l'énergie, les gens qui font de l'équipement dans le domaine du transport, les gens qui font de la chimie. Ces gens-là sont relativement impactés par le numérique, mais ne sont pas mis en risque par le numérique. Il y a un deuxième compartiment qui est un compartiment qui est plus intégré à des facteurs de service, notamment à une dimension de distribution. Par exemple, des gens comme Michelin sont potentiellement concernés par ce genre de choses, ou les équipementiers électriques sont très impactés par la dimension numérique, notamment dans le cadre du grid et de l'émergence de nouvelles technologies qui amènent des services dans l'industrie et au niveau domestique. Donc ces gens-là, ce sont des gens qui sont beaucoup plus impactés par l'émergence du numérique et dont l'effort est très souvent, à l'exception de quelques-uns comme Pernod Ricard par exemple dans cette liste, très largement insuffisant. Et puis il y a ceux qui sont potentiellement à risque très élevé, et je peux vous dire que je me suis permis de les indiquer parce que je pense que c'est important finalement d'en débattre. Ce sont des sociétés où la dimension de service va devenir extrêmement forte parce que ça va être la composante principale de leur business. Par exemple, Renault, on voit que le business de Renault est en train de changer. La dimension de service devient fondamentale pour pouvoir continuer à maintenir des marges. Alors pendant très longtemps, ils ont fait des services financiers pour préserver leurs marges. Aujourd'hui que ces services ne sont plus accessibles par une majorité de Français pour des raisons qui sont liées à la crise, on s'aperçoit que le roi est nu et qu'il faut essayer de redéployer ça dans d'autres domaines. Les services bancaires sont des services qui, même s'ils ont déjà été impactés par le numérique, on se souvient que dans les années 2000, beaucoup de banques en ligne sont apparues. Là, il y a une deuxième vague de dimension qui va apparaître, qui fait qu'ils sont potentiellement à risque. De même, dans l'assurance, on peut très bien concevoir que si un acteur comme Google, qui sait absolument tout sur vous et sur moi, se met à construire des offres d'assurance, il sera à même d'avoir une pertinence dans sa prescription et dans la définition de son prix qui sera incomparablement meilleure à tout ce qu'aucun acteur national est capable de faire dans ce domaine. Je ne vous parle pas de la distribution pour lequel c'est évident, pour lequel Amazon a déjà fait un tort considérable. Et enfin, d'autres acteurs comme Danone par exemple sont potentiellement en risque dans la mesure où la notion de marque, qui est finalement l'élément distinctif de cette entreprise, peut assez facilement s'effacer face à des services qui seront perçus par le consommateur comme ayant une valeur supérieure à la valeur de marque. Donc le point que je veux faire ici, et qui est important, c'est que nous avons fait un certain chemin qui est de sensibiliser finalement les acteurs institutionnels à l'importance du numérique. Il en reste un autre à faire, qui est de faire en sorte que le tissu économique, le tissu industriel, les entreprises de services comprennent, de la TPE à la très grande entreprise, qu'il y a des gains de marge extrêmement significatifs à faire par le numérique. Et cet enjeu, ce travail, n'a pas encore été traité du tout. Je vous le dis avec d'autant plus d'assurance que mon métier, c'est d'aller à la rencontre de ces chefs d'entreprise et que malheureusement, je suis assez surpris. Hier, par exemple, j'ai rencontré la directrice marketing d'un très grand groupe dans le domaine de l'assurance. Eh bien, je peux vous dire que j'étais surpris de voir que ce sont des gens qui se posent encore des questions qui devraient être tranchées et qui devraient être dans une démarche beaucoup plus proactive par rapport à la façon dont ils doivent avancer. Les enjeux que recouvre le numérique sont de plusieurs ordres. Le premier d'entre eux, c'est celui de la data.
c'est de faire en sorte que les entreprises comprennent que le fait d'être propriétaire de leurs données, le fait de pouvoir créer de la valeur à partir de ces données est absolument essentiel. Et si je vous en parle, c'est parce que je pense que plusieurs personnes, auparavant, Henri Verdier, Nicolas Colin, ont essayé de transmettre ce message. Nicolas Colin a fait un rapport remarqué sur la fiscalité du numérique et il n'a pas été compris à mon sens. C'est-à-dire que ce qu'on en a retenu, c'est qu'il fallait taxer la donnée. Ce n'est pas du tout le message de Nicolas Colin. Son message, c'est de dire qu'il faut créer un écosystème en ouvrant la donnée, en créant ce qu'on appelle des Open API, c'est-à-dire de dire vous êtes propriétaire de la donnée personnelle, de données personnelles. Si vous n'ouvrez pas cette donnée aux utilisateurs, c'est-à-dire que les données qui sont détenues par moi, par mon opérateur de télécom, j'ai le droit d'y accéder, vous serez taxé. Et ce faisant, l'idée de Nicolas, qui n'est pas forcément exprimée parce que ce n'était pas le but du rapport, mais qui était son idée tout à fait implicite, c'est de faire en sorte qu'on crée une nouvelle économie autour de l'API et qu'on force d'une certaine manière l'ensemble des acteurs économiques à rentrer dans une nouvelle dimension, la dimension de la société de la connaissance, et qui valorise fortement la data que ces entreprises puissent détenir. Donc ça, c'est un point absolument fondamental. Je pense qu'il faut que tous ensemble, nous véhiculions ce message. C'est un message qui n'a pas été véhiculé. Le deuxième aspect, vous l'avez compris, c'est les facteurs de distribution. Il y a un très grand risque de désintermédiation de l'ensemble des agents économiques par des distributeurs qui sont plus efficaces. Je vous citais par exemple dans le slide précédent différentes entreprises. On pourrait parler de Unibail. Unibail, c'est une entreprise qui fabrique des centres commerciaux. Vous allez me dire, finalement, c'est une entreprise qui n'est pas à risque puisqu'ils sont détenteurs d'infrastructures, ce sont sur des cycles longs, donc on pourrait penser que ce sont des gens qui sont relativement protégés. Eh bien, je peux vous dire que l'acteur qui saura précisément définir le pricing d'une boutique en fonction du nombre de personnes qui passent devant, du pouvoir économique des gens qui passent devant, de l'évolution des caractéristiques socio-urbaines de l'environnement de cette boutique, sera beaucoup plus à même de commercialiser cette boutique qu'Unibail. Et ce faisant, si ces gens-là ne comprennent pas cette dimension-là et ne valorisent pas l'ensemble des datas qui pourraient être mises à disposition par l'ensemble de l'écosystème économique français, et d'ailleurs aussi l'écosystème institutionnel de l'État, eh bien, à court terme, un court terme que j'évalue entre 5 et 10 ans, ils vont continuer à perdre des points de marge et potentiellement, ils se feront un jour des intermédiaires. Donc, la question posée qui est de savoir dans quel environnement économique nous évoluons, je pense qu'on évolue dans un environnement économique qui est relativement challengé et que c'est à nous de nous prendre en main. Maintenant qu'un certain nombre de messages ont été passés à l'État, que la notion de réforme par le numérique, la notion de réforme de l'État par le numérique sont des éléments qui sont compris, de faire en sorte que ces messages soient transmis aux acteurs économiques. Donc il y a 3 thèmes d'action. Là je reviens un peu, c'est un peu ma litote, c'est les choses sur lesquelles je reviens souvent, sur lesquelles il faut agir d'une façon générale pour entraîner la totalité de la société dans cette nouvelle dimension de la société de la connaissance. La première, on l'a dit, on l'a répété, c'est l'objet de cette conférence, c'est la modernisation de la fonction publique. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent être faites. Je crois qu'au-delà de la prise de conscience que j'ai évoquée, la France dépense 1,4% de son budget dans l'informatique. C'est très insuffisant parce que la moyenne de l'OCDE est au-delà de 2%. Certains pays sont à 4%. Donc il y a, et des grands pays, l'Angleterre est à 4% par exemple, parce qu'ils ont un gouvernement qui considère que, de façon idéologique, plus l'État est ramassé, mieux c'est, et donc une façon de ramasser l'État, c'est de mettre beaucoup d'informatique. Il ne m'appartient pas de trancher sur ce genre d'enjeu. En revanche, je pense qu'en mettant plus d'informatique dans l'État, on aboutit à 2 choses. D'abord, on détailorise l'État. On fait en sorte que les agents de la fonction publique ont un rapport intelligent avec les citoyens, et c'est bien. Je peux vous dire que moi, je vais vous raconter une anecdote, je suis actuellement sujet à un contrôle fiscal. Ça arrive, c'est pas de bol, ça m'est tombé dessus. J'étais voir mon contrôleur pour le premier entretien. Alors, j'ai une situation fiscale un peu compliquée, je lui ai amené 17 kilos de documentation, parce qu'il m'avait demandé ça au préalable. Et il m'a dit, écoutez, on se revoit dans 2 mois
puisque pendant 2 mois, il ne se passe rien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ressaisi sur Excel la totalité des informations que je lui ai données. Il a passé 2 mois à faire ça. Eh bien, vous voyez la perte d'efficacité absolument dramatique à laquelle nous en sommes, parce qu'il n'a pas accès de façon facile avec le format ETBAC aux informations bancaires. Tout un autre type d'informations qui sont des informations nécessaires, il ne les a pas non plus, et il est obligé de recomposer tout ça lui-même. Donc c'est un petit exemple, mais je peux vous dire que dans l'ensemble de l'État, on retrouve ce genre de choses de façon systématique. Donc il me semble que plutôt que de parler toujours de plus ou moins de fonctionnaires, on pourrait parler de plus d'efficacité de l'État, et la première des choses qu'il convient de faire, c'est d'investir, puisque c'est de l'investissement dont on parle, dans la modernisation informatique de l'État. La deuxième conséquence que ça a, et non des moindres, c'est que dans un pays où le PIB est composé à 57% de dépenses obligatoires, donc vous le savez, eh bien, ça a un effet d'entraînement extrêmement conséquent. Si l'État donne l'exemple, dépense plus, il va acheter plus de services informatiques, et d'une façon générale, les entreprises, parce qu'elles sont interconnectées à l'État, pour faire leurs déclarations, pour tout un tas de choses, vont devoir se moderniser elles-mêmes et vont se sensibiliser de façon plus importante aux enjeux de l'informatique. Donc, à ce titre, on est 6e en matière d'e-gouvernement. C'est une excellente place, mais c'est une place sur laquelle on est en train de s'endormir. L'autre jour, je posais la question lors d'un dîner de savoir dans quelle année on a lancé la déclaration d'impôt par Internet. Les gens m'ont dit 2008, 2009, certains ont même dit 2010. C'est 2004. Donc 2004, ça fait maintenant presque 10 ans qu'on a la déclaration électronique d'impôts. Et on s'est endormi là-dessus. La Slovénie a 700 services informatiques qui sont en train de tous passer en app pour que vous puissiez y accéder, enfin que les Slovènes puissent y accéder depuis leur smartphone. Donc il faut qu'on redonne une dimension d'investissement à ce titre également. L'open data, on en a parlé. Je crois que là, il y a encore du travail à faire. Parce que quand vous avez 27% des fonctionnaires qui sont en faveur de l'open data versus 70% pour les Suédois, vous comprenez que c'est perçu comme une menace et c'est évidemment pas l'objectif. Donc il y a un grand travail pédagogique à faire à l'égard de l'open data. Le deuxième challenge, c'est l'éducation. Donc vous en avez parlé, je ne vais pas en reparler longtemps. Dites-vous simplement que s'il y a une révolution fondamentale qui va emmener le 21e siècle, c'est l'éducation. Elle va devenir massive, gratuite et ubiquitaire. Et ça, c'est quelque chose qui va changer le monde. Et en France, c'est quelque chose qui va aussi changer de façon extrêmement importante la société française. On est 22e dans PISA. En matière de numérique dans l'éducation, on est 24e sur 27 pays de l'OCDE qui sont mesurés. 75% des établissements sont connectés, ce qui est plutôt bien. Donc, il y a encore du travail à faire dans ce domaine. Et le troisième élément, c'est, vous l'avez compris, permettre aux entreprises qui sont en retournement, qui sont dans une dynamique d'investissement, de pouvoir se financer. Je suis extrêmement heureux des annonces qui ont été faites par le président de la République il y a 2 semaines. Je pense que j'ai été assez critique à l'endroit de ce gouvernement pour me féliciter de ce qui est fait. Aucun gouvernement n'a fait un bouleversement aussi massif dans les 25 dernières années pour faire en sorte que nous rentrions dans une nouvelle dimension d'économie numérique. Je tiens à vous le dire parce que je pense que quand il y a des mauvaises choses, il faut les critiquer, mais quand il y a des bonnes choses, il faut aussi s'en féliciter. Donc, pour ça, on a en France 4000 business angels. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'on rentre dans les critères du Royaume-Uni ou des États-Unis et qu'on fasse en sorte que, grosso modo, 1% de la valeur d'investissement des flux financiers aille dans les entreprises de croissance. Et ça changerait totalement la dimension de ce pays parce que c'est tellement petit qu'on ne sait même pas le mesurer en France aujourd'hui. C'est sans doute en dessous de 0,1%. Voilà, je voudrais finir en vous disant qu'il faut avoir conscience que 100% de l'économie française est concernée par le numérique. Ce n'est pas 50%, ce n'est pas 30%, c'est la totalité de notre espace économique, de notre capacité à créer du bien-être et de l'emploi qui est concernée par ça. Et donc c'est pour ça que même quand on parle de l'aspect très institutionnel du long terme, on doit impacter et parler du numérique. Et je finirai juste en vous disant que
le message que je passe vraiment systématiquement quand je fais une conférence, c'est soyez aussi un apôtre du numérique. Véhiculez ces messages parce que je sais combien ils ne sont pas compris et je sais combien chacun d'entre nous pouvons aider et faire en sorte que finalement cette dimension soit mieux comprise par les agents économiques ou les agents de la fonction publique. Je vous remercie.